Notre protagoniste croyait autrefois que même quelqu'un comme lui dont les talents s'étaient éveillés, épanouis et enracinés sur le champ de bataille pouvait commencer une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il espérait créer une famille, quelque chose à quoi il avait désespérément aspiré, mais il s'est trompé sur le champ de bataille, fit remarquer quelqu'un, soulignant la ténacité d'Arik. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait fait balancer son épée plus de 10 fois. Agenouillé dans son propre sang, notre protagoniste était à la merci de son ennemi, qui lui demanda s'il était le célèbre Argy, le talent qui s'était épanoui pendant la guerre. Arik ne répondit pas tout de suite, réalisant que son ennemi savait exactement qui il était. À sa grande surprise, il ressentit un étrange bonheur en riant. Il dit à son ennemi que c'était un honneur d'être reconnu et l'appela duc Turman. Terran lui demanda s'il connaissait son nom. Argy, reconnaissant que Terran était l'un des 6 chevaliers de classe Axa de l'Empire Alien, ajouta qu'un seul jour sur le champ de bataille était plus que suffisant pour ressentir le poids de la vague noire. Terran, réalisant qu'Arik avait choisi de lui faire face en connaissant son identité, pensa qu'il serait dommage de mettre fin prématurément à un tel talent. Il demanda alors si Arik avait l'intention de se rendre. Après une brève pause, Arik saisit son épée, la tirant du sol et la levant en déclarant qu'il était né sur le champ de bataille et qu'il y mourrait. Arik se tenait debout, balançant son épée, provoquant une forte rafale de vent pour tenter d'intimider Terran. Mais Turman se contenta de regarder en arrière, impassible. La rafale de vent fit voler des objets détruits, mais Turman nota calmement que, malgré ses paroles, le regret persistait dans les yeux d'Arik. Il remarqua qu'Arik mourait et aurait pu devenir un rival digne s'il avait eu plus de temps pour grandir. Turman libéra alors sa propre aura en déplaçant son épée, déclarant que si c'était ce qu'Arik souhaitait, il l'accorderait en chargeant vers lui. Il exprima l'espoir que, dans une prochaine vie, Argy pourrait laisser de côté ses regrets alors que l'épée de Turman tombait. Arik attendait calmement l'attaque avec sa main restante, rassemblant toutes ses forces pour bloquer chacune des frappes implacables de Turman. La guerre entre l'Empire Drenic et l'Empire Alien durait depuis de nombreuses années. La mère d'Arik, une jeune veuve et réfugiée, l'avait laissé seule dans un monde chaotique en prenant son dernier souffle, connaissant le sort des orphelins de guerre. Dans sa jeunesse, il a rejoint les chevaliers s'entraînant pour la guerre, sa vie devenant une lutte pour la survie, faisant tout ce qui était nécessaire pour vivre. À l'âge de 14 ans, il a été envoyé sur son premier champ de bataille. Motivé par sa détermination à survivre, il a remporté une victoire décisive, éveillant la Monor dans son cœur. Il a perfectionné ses mouvements sensoriels à un niveau extraordinaire. Des années plus tard, il est devenu commandant de la guerre de l'Empire Drenic. Les chevaliers supérieurs l'informèrent qu'ils prévoyaient de le recommander pour le prochain rendez-vous spécial de la nuit. Ils expliquèrent qu'avec son talent, rejoindre les rangs des 5 classes hexagonales des chevaliers de l'Empire ne serait pas impossible. Il sourit en pensant qu'après avoir surpassé 3 Monor et être devenu un chevalier quad-corps, il avait enfin acquis l'opportunité qu'il désirait depuis longtemps. Il croyait qu'après cette guerre, il pourrait enfin trouver la paix dans sa vie fatiguée. Il se battait avec détermination contre l'ennemi, et juste au moment où il était sur le point d'accomplir tout, Terran est apparu d'un seul coup. De son épée, Turman coupa facilement l'un des bras d'Arik. Turman le regarda silencieusement avant de le trancher à nouveau. Harry réussit à bloquer le coup, mais Turman était trop puissant après seulement avoir bloqué quelques coups. L'épée d'Arik se brisa en morceaux et il ne put s'empêcher de penser que c'était le cas. C'est dommage car il avait voulu atteindre de plus grands sommets. Finalement, Termian a enfoncé son épée dans la poitrine d'Arik, le faisant crier de douleur. Ses pensées se sont tournées vers la famille qu'il avait espéré créer. La force du coup l'a soulevé du sol et avec la terre brisée. Sous lui, il a été projeté alors qu'il perdait conscience et a été traîné à travers le champ de bataille. Ses rêves ont été pitoyablement écrasés. Argy pensait que cela s'arrêterait là, mais quand il a ouvert les yeux, il a vu des lumières et a entendu une douce voix de femme lui demandant si leur petite Dan était enfin réveillée. La voix fière d'un homme suivit disant que leur fils était un bon garçon parce qu'il n'avait pas pleuré, confus. Harry se demanda ce qui se passait quand ses yeux s'ouvrirent complètement. Il entendit la femme commenter à quel point ses yeux étaient clairs et beaux et sentit ses mains tenir les siens. La femme a fait remarquer qu'elle était certaine que son enfant était un cadeau des dieux, ce à quoi l'homme a accepté en répondant qu'il était effectivement un cadeau du divin. Argy paniqué s'est demandé de quoi il parlait, puis l'homme, les sages d'Arcan, l'ont soulevé et l'ont affectueusement appelé DNE. Lui disant qu'il devait devenir un fantastique Spearman suivant les traces de son père, mais avant qu'Arin puisse continuer à être une femme, sa mère, Lily, l'interrompit bruyamment en l'attrapant et en insistant sur le fait que DNE deviendrait un assassin fantastique.
Arin demanda à Lily comment elle pouvait planifier de transformer leur plus jeune fils en un assassin, disant que ce serait horrible. Il a soutenu qu'un homme devrait brandir une lance. Appelant l'art martial le plus beau et le plus complet, Lily rétorqua en colère qu'un assassin était meilleur qu'un lancier, capable de se cacher furtivement dans l'ombre, éliminant ses cibles sans être détecté, ce qui était beaucoup plus impressionnant. Arik, désormais DNE, réalisa qu'il n'était pas mort sur le champ de bataille comme il s'y attendait, mais qu'il s'était réincarné. Il renaissait dans l'Empire extraterrestre, la nation ennemie, en tant que plus jeune fils d'une famille noble. Ses nouveaux parents étaient finalement prêts à lui apprendre à la fois les compétences de lancier et d'assassin, mais il remarqua qu'ils étaient constamment en désaccord sur son avenir. Comme il était né dans leurs dernières années, il semblait particulièrement désireux qu'ils suivent leurs traces. Le conducteur les informa qu'ils étaient arrivés, surprenant DNE. Il dit à Lily de lui prendre la main, mais elle demanda, inquiète, ce qui se passerait si les membres du château les voyaient. DNE rit et répondit qu'il essayait simplement de tenir la main de sa mère, se demandant pourquoi cela serait important. Il regarda ses parents prendre soin l'un de l'autre avec affection, pensant que c'était un spectacle touchant. Mais en levant les yeux, il fut choqué de voir un immense et magnifique château alors qu'ils entraient. Lily remarqua qu'Arin semblait heureux d'être chez lui, voyant le sourire sur son visage. Arin acquiesça, pensant que dans une telle maison, il serait peut-être plus facile pour les talents de DNE de s'épanouir, plus qu'il ne l'avait initialement imaginé. 2 mois plus tard, DNE était dans sa chambre lorsque Lily vint le chercher après avoir entendu ses babillages. Cela lui fit réaliser qu'il était effectivement en train de babiller, une nouvelle expérience pour eux deux. Il se souvenait d'avoir rarement rencontré de jeunes enfants pendant son séjour sur le champ de bataille. Les rares qu'il avait rencontrés étaient enveloppés dans des bandages, pleurant parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. De nombreux enfants pleuraient leurs parents alors qu'ils succombaient lentement à la famine. Comparé à ces scènes, la maison des Sagers était un lieu de confort et de richesse, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas à travailler ici, sans craindre de mourir de faim. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement et Arin entra avec enthousiasme, l'encourageant à regarder ce qu'il avait apporté en frappant un long morceau de bois sur le sol. Arin annonça fièrement que c'était une lance et demanda ensuite avec impatience à DNE comment il l'aimait, se vantant qu'elle était longue et belle. Lily replaça DNE dans son berceau, reconnaissant intérieurement qu'Arin, malgré son attitude enthousiaste, était le plus fort. En effet, Arin était le spirement de classe Hexa dans l'Empire, connu comme un héros de guerre sous le nom de Lily tourbillonnante bleue. Furieuse, Lily demanda à Arin comment il pouvait apporter quelque chose d'aussi pointu dans la chambre d'un enfant. Arin expliqua qu'il voulait juste le montrer à DNE, mais Lily lui rappela qu'elle avait clairement dit non à l'éducation précoce. Elle souligna qu'elle avait été la meilleure assassine de l'Empire et avertit Arin que s'il continuait, elle commencerait à enseigner à DNE les bases de la furtivité alors qu'il était encore jeune. DNE nota que la voix de Lily était plus forte que ce que l'on pourrait attendre d'une assassine. Arin répondit calmement que tout le monde le faisait de nos jours, mentionnant la célèbre téléportation de la maison magique, qui plaçait un bâton à côté d'un nouveau-né dès sa naissance. Lily, en colère, lui demanda si une lance était la même chose qu'un bâton, lui rappelant que les lances étaient des armes tranchantes. DN pensa à quel point leur famille était harmonieuse malgré ses querelles. Il comprit que la raison pour laquelle ses parents étaient si préoccupés par son avenir était que ses 2 sœurs aînées avaient choisi des carrières sans lien avec le chemin du lancier ou de l'assassinat. Ses sœurs lui rendaient visite, et l'une d'elles, Arabella Sager, utilisa de manière ludique sa magie du vent, faisant gonfler ses joues. DN protesta, mais tout ce qui sortit fut un babillage. Arabella, excitée, remarqua qu'il avait l'air encore plus mignon avec des joues plus pleines. DNE savait qu'Arabella, grâce à son talent en magie, était sur le chemin d'une mage depuis son jeune âge. À seulement 12 ans, elle était déjà une mage de classe à 3 chaînes, un exploit considérable, car le rang le plus élevé pour un mage était de 9 chaînes. Arabella lui demanda s'il aimerait apprendre la magie avec elle plus tard, car elle trouvait ennuyeux d'étudier seule tous les jours. Sa sœur, Claire, suggéra que l'invocation était aussi une bonne voie. DNE savait que Claire était une invocatrice talentueuse, ayant réussi sa première invocation à l'âge de 7 ans et pouvant maintenant contrôler 2 invocations simultanément. Arabella exhorta Claire à le toucher, en disant qu'il était incroyablement doux. Claire hésita un moment, mais DNE, l'observant, essaya de la convaincre mentalement. Au début, il avait pensé qu'elle ne l'aimait pas, mais il réalisa que c'était plutôt la jalousie que les frères et sœurs plus âgés ressentent parfois lorsqu'un plus jeune arrive. Elle semblait moins méfiante à son égard maintenant. Enfin, Claire lui toucha le nez et demanda avec enthousiasme à Arabella comment il pouvait être si doux. Arabella acquiesça avec enthousiasme,
touchant à nouveau DNE en remarquant que cela pourrait être amusant s'il se révélait talentueux dans certains domaines aussi, et lui proposa de lui apprendre plus tard. DNE rit maladroitement, réalisant que tout le monde voulait lui enseigner sa spécialité. Il jeta ensuite un coup d'œil au portrait de famille, son père, un célèbre spirman de classe Exa, sa mère, une ancienne assassine ayant tenté d'assassiner l'empereur, et ses sœurs aînées, l'une étant un mage de génie et l'autre une invocatrice talentueuse. Il pensait que la maison Saget était la famille noble parfaite, celle qu'il avait toujours imaginée. Il se demanda alors s'il y avait un sens à se venger dans sa nouvelle vie, même si sa mort avait été regrettée. Il savait que le champ de bataille était un lieu de conflit, et il semblait presque risible de vouloir se venger de quelqu'un qu'il avait vaincu de manière juste et honnête. Regardant sa famille se disputer son avenir, il souriait, heureux d'avoir une famille et reconnaissant d'être né dans celle-ci. En observant ses parents et sœurs, il hésita, se demandant si c'était cela, une famille harmonieuse. Dans les maisons où il existait une cérémonie spéciale appelée cérémonie de choix, lorsqu'un enfant né dans la famille atteignait 1 an, divers objets étaient placés sur une table devant lui, et la famille essayait de prédire son avenir en fonction de l'objet choisi. Des mois plus tard, son premier anniversaire arriva et tout le monde s'affairait à préparer la célébration. Les nobles étaient impatients de voir ce que DNE choisirait, étant donné que ses sœurs aînées avaient pris des chemins de mages et d'invocatrices. Tout le monde savait que la réponse serait révélée lors de la cérémonie de choix. Dans la salle des fêtes du manoir, remplie d'invités, DNE était assis avec sa famille à la table. Devant lui se trouvaient plusieurs objets, dont différentes armes. Les nobles remarquèrent que ses sœurs aînées avaient apporté leurs propres objets et trouvèrent cela attachant. Lily lui rappela gentiment qu'il n'avait qu'à choisir celui qu'il aimait. DNE, regardant autour de lui, se demanda ce qu'il devait faire, sachant que tout le monde attendait avec impatience qu'ils choisissent l'objet qu'ils avaient placé. Son père, Arin, se dit que DNE serait probablement attiré par la lance à queue de dragon, une arme avec un fer de lance fabriqué à partir du rare duquin, qui, lorsqu'il est imprégné de mana, devient aussi tranchant et lourd que le mana utilisé, en faisant une lance magique mystique. Arin, qui avait passé sa vie avec cette arme, espérait que DN la choisirait. Sa mère, Lily, croyait également qu'il était trop beau pour devenir assassin, mais était convaincue qu'il choisirait le poignard connu sous le nom de corne de KNTH, fabriqué à partir de l'œil, qui pouvait contenir tous les pouvoirs élémentaires et stocker divers poisons. Arabella, sa sœur aînée, pensait que DNE deviendrait un grand mage et espérait qu'il la suivrait à l'académie à l'avenir. Elle avait placé une pochette subspatiale sur la table, un objet que seuls les mages ou ceux dotés de talents magiques pouvaient utiliser. Claire, son autre sœur, croyait que si DNE avait un potentiel d'invocation, elle pourrait l'emmener voler lors de son invocation, Chérie, en réalisant son rêve. Elle avait placé le signe de l'invocateur sur la table, un symbole utilisé par les invocateurs pour recevoir un code basé sur leur talent et invoquer des créatures. DNE regarda autour de lui, ayant soudain l'impression de pouvoir entendre leurs pensées. Il soupira, réalisant à quel point cette situation était gênante, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'éviter. Il posa ses mains sur la table, se préparant tout en se demandant quel objet prendre. Le noble arrêta ce qu'il faisait, les regardant avec anticipation alors qu'il rampait vers les objets. Il observa les réactions de la foule, considérant sa décision avec soin. Arin, excité, l'exhorta à choisir quelque chose de long et solide, tandis que Lily suggérait que l'objet court et pointu était plus joli. Arabella lui rappela que la pochette était sa préférée, et Claire, en bégayant légèrement, lui demanda de choisir le signe de l'invocateur afin qu'ils puissent invoquer ensemble. DNE sentit la pression monter à mesure qu'ils se rapprochaient des objets. Il fut choqué quand ils s'allumèrent soudainement tous en même temps. Il regarda les objets brillants avec incrédulité, se demandant ce qui se passait. Lily, paniquée, demanda à Darkin ce qui se passait, mais il admit qu'il n'en avait aucune idée. Les sœurs aînées de DNE l'appelaient par son nom. Les nobles, étonnés par cette vue, chuchotaient entre eux, incapables de comprendre comment chaque objet avait réagi. Ils commencèrent à spéculer que leur jeune maître devait être un génie générationnel. DNE regarda les objets en riant intérieurement. Bien qu'il ait été doué pour la guerre, sa nouvelle vie semblait à un tout autre niveau. Arabella, inquiète, demanda à Arin ce qu'il devait faire et si quelque chose comme ça s'était déjà produit avant. Arin, toujours incrédule, répondit qu'il avait du mal à y croire lui-même. Lui et Lily échangèrent un regard, se mettant d'accord silencieusement sur une décision. Arin demanda ensuite à ses filles si elles devaient enseigner à DNE les 4 disciplines, laissant ses sœurs sous le choc. Elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles entendaient, mais DNE se mit à rire, satisfait du résultat. Des années plus tard, sur le terrain d'entraînement,
DNE s'entraînait dur mais fut momentanément repoussé. Cependant, il se ressaisit rapidement et resta ferme. Son père, Arin, le félicita, lui disant qu'il avait parfaitement maîtrisé la technique qui lui avait été enseignée. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha d'eux. DNE regarda et vit que c'était leur majordome, Herman. Herman rapporta respectueusement à Arin qu'il avait apporté l'objet. Arin reconnut son timing parfait, puis prit l'arme de Herman, expliquant à DNE que c'était son cadeau d'anniversaire. Arin avait initialement prévu de le lui offrir lors de son banquet d'anniversaire, mais il voulait le donner plus tôt, avant que sa mère n'en ait l'occasion. Arin tendit l'arme à DNE, mentionnant qu'elle avait été en préparation pendant 2 ans, spécialement commandée à un artisan renommé de la capitale. DNE fut émerveillé en examinant le cadeau, se sentant touché lorsque son père lui souhaita chaleureusement un joyeux 7e anniversaire à l'avance. Il laissa immédiatement tomber sa lance en bois et prit la nouvelle, remerciant son père et jurant qu'il l'utiliserait bien. En inspectant la lance, il remarqua le manche noir élégant et le fer de lance argenté, s'émerveillant de la beauté de l'ensemble. Il fut également surpris par la légèreté de l'arme dans ses mains. Arin demanda s'il l'aimait, et DNE répondit avec enthousiasme. Arin sourit et lui dit qu'elle avait été ajustée pour s'adapter à son physique, il devrait donc s'habituer à l'utiliser. Excité, DNE fit pivoter la nouvelle lance, faisant sourire Arin avant d'appeler son nom plus sérieusement, attrapant sa propre lance. Arin demanda à Dane s'il se souvenait de la différence entre une épée et une lance. DNE répondit avec confiance, expliquant que la longueur de la lance leur permettait de garder leurs adversaires à distance, et que sa zone de contact étroite la rendait très efficace en attaque. Arin confirma qu'il avait raison. Herman, leur majordome, s'inclina et s'excusa avant de quitter. Arin continua en disant à DNE qu'à un certain niveau, la lance devenait plus difficile à utiliser qu'une épée, ce qui était le défi fondamental de l'arme. Il expliqua qu'une lance nécessitait une distance minimale pour attaquer efficacement, mais que chaque arme avait ses forces et ses faiblesses. Même les épées, souvent considérées comme des armes parfaites, devenaient vulnérables dans certaines situations. DNE hocha la tête, assurant à son père qu'il garderait cela à l'esprit. Arin prit ensuite sa lance, la fit rouler sans effort dans ses mains et dit à DNE que, maintenant qu'il avait reçu une nouvelle arme, il allait lui montrer quelque chose d'impressionnant. DNE regardait avec admiration Arin démontrer l'immense pouvoir magique d'un spirement de classe Hexa. L'énergie qu'Arin émettait était écrasante. Arin ferma les yeux pour se concentrer, prit une position appropriée et canalisa le mana dans sa lance avant de la lancer. Dans les airs, une puissante explosion d'énergie éclata, déformant l'espace autour d'eux. DNE fut étonné de réaliser que la confiance de son père dans sa lance lui avait permis de franchir facilement la barrière spatiale. Arin expliqua que la distorsion dans l'espace s'était produite parce qu'il avait émis son pouvoir magique au même moment où il lançait la lance, en utilisant une technique qui exploitait la capacité du noyau à concentrer le pouvoir magique en un seul endroit. DNE hocha la tête en accord, rappelant que ses sœurs avaient mentionné un jour que les humains pouvaient pousser leur capacité physique au-delà de leurs limites. Il se souvenait également que, lorsque le nombre de cœurs augmentait, leurs limites suivaient la même tendance. Cela le fit réfléchir à la manière dont, dans sa vie passée, il avait atteint le niveau d'un quad-corps. Arin félicita DNE pour ses études et lui dit fièrement qu'il avait maintenant 6 cours de mana. DNE pouvait à peine le croire et pensa que s'il n'était pas mort dans sa vie passée, il aurait pu réaliser le même niveau qu'Arin. Puis, posant doucement une main sur son épaule, il lui demanda d'essayer sa nouvelle lance, ce à quoi DNE accepta avec empressement. Arin lui demanda de détendre son esprit, d'oublier tout le reste et de se concentrer uniquement sur l'enfoncement de la lance. DNE acquiesça avec confiance. En se positionnant, il se rappela que, dans sa vie passée, il ne s'était pas beaucoup intéressé aux lances. Après avoir découvert son talent pour l'escrime, il n'avait utilisé une lance qu'à titre secondaire. Déterminé à faire de son mieux, il ferma les yeux et se concentra. Arin, l'observant, remarqua que DNE avait naturellement adopté une bonne position. Il savait qu'il lui avait fallu 7 ans pour maîtriser la technique, et se demanda si DNE pourrait suivre le même chemin soudain. La barrière spatiale se brisa, laissant Arin sous le choc. Il ne pouvait pas croire que DNE avait réussi sa première tentative. Il vit le fer de lance percer la barrière spatiale, et incrédule, il cria en demandant comment DNE avait fait cela en s'approchant de lui. DNE expliqua qu'au moment où il avait enfoncé la lance, il avait rassemblé le pouvoir magique en un seul endroit imprégné dans le fer de lance. Puis, juste au moment où la magie avait atteint le fer de lance, il avait coupé le flux. Arin fut stupéfait et demanda si DNE avait vraiment imprégné le pouvoir magique dans la lance tout en formant un noyau dans le processus.
DNE confirma cela et expliqua qu'en lisant un livre sur la création de noyaux, il avait essayé lui-même, par chance, avait réussi, en formant le noyau grâce à la respiration de Mana. Arin ne pouvait pas croire que DNE avait formé un noyau de Mana simplement en lisant un livre. Rempli de fierté, il cria qu'un génie était né dans leur maison. Il dit à DNE qu'il avait senti son talent dès son plus jeune âge, mais maintenant il en était certain. Arin avait prédit que DNE deviendrait un guerrier extraordinaire, auquel DNE sourit, pensant qu'il y aurait d'autres surprises en réserve pour son père. Quelques jours plus tard, le jour du 7e anniversaire de DNE Sagé, la salle des fêtes était remplie de nobles qui s'étaient rassemblés pour célébrer. Tout le monde semblait apprécier l'événement lorsque le duc Terran s'approcha d'Arin en riant et lui demanda combien de temps s'était écoulé depuis leur dernière rencontre. Arin reconnut le duc et lui demanda comment il allait. Terran ignora les formalités, disant qu'il n'y avait pas besoin d'une telle conversation formelle entre eux. Arin se rapprocha de Terran et murmura que beaucoup de gens regardaient et qu'il assouplirait les formalités plus tard. Terran lui dit de faire ce qu'il voulait et lui demanda s'il savait où était le garçon. Arin appela DNE pour qu'il vienne saluer le duc Terran. Au moment où DNE arriva, il se souvenait de la façon dont l'homme l'avait vaincu et tué dans sa vie passée. Malgré cela, DNE suivit les demandes de son père et se présenta avec respect, bien qu'il ne puisse s'empêcher de sentir la colère bouillonner à l'intérieur. Il dit gracieusement à Terran que c'était un honneur de le rencontrer. Satisfait de l'interaction, Terran cria à Arin qu'il avait un fils fiable et qu'il semblait qu'il n'avait alors rien à craindre. Terran demanda à Arin si DNE apprenait à manier la lance tout comme son père, ce à quoi Arin confirma. À ce moment-là, une fille s'approcha d'eux, et DNE fut surpris en la voyant. La fille salua Arin gracieusement et se présenta comme Léla Terrian, la plus jeune fille du duc Terrian. Un instant plus tard, les invités dansaient et discutaient joyeusement pendant que les musiciens jouaient de la musique entraînante, et tout le monde s'amusait. Arin demanda comment allait la baronne. Terrian répondit qu'ils essayaient toutes les méthodes possibles, mais qu'ils n'avaient pas encore fait de progrès. Arin, préoccupé, lui dit qu'il traversait une véritable épreuve, mais qu'il était sûr que la baronne irait mieux. Terrian répliqua que s'il disparaissait soudainement, Arin devait comprendre que cela signifiait qu'il avait utilisé un parchemin pour retourner rapidement à la capitale. Il demanda ensuite où Dan était allé. Terrian mentionna que Dan avait l'air d'un enfant plein d'esprit et qu'il voulait lui parler un peu plus. Arin acquiesça, notant qu'il se demandait également où était Dan et qu'il avait remarqué que Lila n'était nulle part non plus. Il finit par repérer Dan et Lila dehors dans le jardin, faisant remarquer qu'il semblait que la fête ennuyait les deux enfants. Dehors, Lila dit à Dan que même si elle n'aimait pas suivre son père partout, elle était heureuse d'être venue à cette fête avec lui. Elle pensa qu'il était encore plus beau au clair de lune. DNE répondit qu'il était heureux de l'entendre, ajoutant que leur territoire était un endroit paisible et agréable. Lila acquiesça, mais partagea que, sur le territoire terrien, il se passait toujours quelque chose. Des nobles rendaient visite quotidiennement à son père, et même des membres de la famille impériale apparaissaient occasionnellement. À chaque fois que cela se produisait, elle devait les saluer dans une robe qu'elle détestait, car elle préférait porter des vêtements simples et brandir une épée. Dan devina qu'elle devait être douée avec une épée. Elle demanda ce qu'il aimait, et il répondit qu'il appréciait à la fois les jours paisibles et la formation à la lance. Il mentionna que même si leur territoire n'était pas aussi vivant que la capitale, il avait hâte de s'entraîner au lancer. Lila, se rappelant du surnom d'Arin, le tourbillon bleu, lui dit que son père avait souvent parlé de l'incroyable Arin. Elle demanda ensuite si DNE aspirait à être admis à l'académie. DNE répondit que non, expliquant qu'il ne s'entraînait pas avec la lance juste pour entrer dans l'académie, ce qui la surprit. Elle demanda pourquoi il ne faisait pas de cette formation un objectif évident. Il expliqua maladroitement que, bien qu'il s'entraînait dur, son objectif principal n'était pas seulement de rejoindre l'académie. Cela la troubla, elle lui demanda ce qu'il ferait s'il ne parvenait pas à s'inscrire. DNE répondit que s'il échouait, il réessayerait simplement, et s'il continuait à échouer, il accepterait que l'académie n'était pas son chemin. Lila exprima son incrédulité en lui demandant s'il n'avait pas peur de décevoir sa famille. DNE calma ses inquiétudes en répondant que ce n'était pas le cas. Elle admit qu'elle était jalouse de lui, expliquant que l'échec n'était pas une option dans sa maison, mais elle le supplia rapidement d'oublier ce qu'elle venait de dire, réalisant que même les nobles avaient leurs propres inquiétudes. Il lui demanda pourquoi elle pensait ainsi, surtout quand il semblait qu'elle s'en sortirait très bien. Excitée, Lila lui demanda s'il voulait jeter un œil à son espoir d'escrime. DNE lui demanda si elle voulait vraiment qu'il regarde, et elle répondit oui avec enthousiasme. Voyant son enthousiasme, il accepta de surveiller un peu. Lila lui demanda où se trouvait le terrain d'entraînement,
et il lui dit de le suivre, se demandant si cela serait agréable. Un instant plus tard, sur le terrain d'entraînement, Lila balançait habilement son épée, coupant l'air avec aisance et frappant même le mur qu'elle contournait tout en exécutant des mouvements fluides, attaquant et défendant avec précision. DNE fut impressionné par la manière dont elle passait d'une attaque à une défense sans effort. Son timing était excellent, mais après un moment, elle commença à devenir légèrement décalée après avoir terminé son enchaînement. Lila, un peu gênée, lui demanda comment elle avait fait. DNE lui dit que c'était fantastique et un plaisir à regarder, ce qui l'excita lorsqu'elle lui demanda si c'était vraiment le cas. Il sourit maladroitement, se demandant s'il devait souligner son erreur. Il expliqua qu'à partir de sa 3e année, elle semblait faire un demi-pas de plus que nécessaire, réfléchissant à ses mouvements précédents. Il ajouta que ce pas supplémentaire faisait que ses mouvements ultérieurs semblaient légèrement désalignés. Lila, stupéfaite par son observation, se demanda si elle avait été un peu trop aveugle en lui demandant pardon. Il lui assura qu'il ne voulait pas la contrarier et expliqua que cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas vue. Avant qu'il puisse finir, Lila balança son épée en avant en criant d'accord. Elle continua en disant que c'était ce qu'il lui fallait, que son observation était la pièce manquante du puzzle qu'elle cherchait. Alors qu'elle poussait à nouveau son épée en avant, elle trébucha et tomba sur lui, le serrant dans ses bras. Lila le remercia, mais DNE, troublée, balbutia en lui demandant ce qu'elle faisait. Elle appuya sa joue contre la sienne et lui dit avec enthousiasme qu'il avait un vrai sens de l'escrime, qu'elle pouvait croire qu'il avait immédiatement repéré ce qu'elle avait fait de mal. Pendant un moment, avec gratitude, elle le remercia à nouveau, lui disant qu'elle se souviendrait de son conseil. DNE, se sentant étouffée, la repoussa en s'exclamant qu'elle le serrait trop fort et lui demanda de ranger son épée. Lila le fit rapidement, s'excusant tout en cachant l'épée derrière son dos. Tout en lui souriant, DNE ajusta son manteau, pensant que son étreinte soudaine l'avait pris au dépourvu. À ce moment-là, ils entendirent des gens les appeler avec inquiétude, se demandant où ils étaient. Lila mentionna qu'il semblait que les gens les cherchaient, et DNE accepta qu'ils devraient retourner à la fête.